Bonsoir et bienvenue pour le Culture Club de Pendant le 20h. Je suis très heureux de vous accueillir et à mes côtés, ce soir les esprits critiques, Marie-Ange Philippe, Xavier Affre, Marcel Petriccioli et Marie-Jo Harry-Guilandine. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. La question du soir, le Made in Italy est-il toujours une référence? Et pour y répondre, les œuvres sélectionnées par les esprits critiques en BD, Intérieur de Gabriella Giandelli aux éditions Actes Sud, au cinéma, Sicilian Ghost Stories de Fabio Casadonia et Antonio Piazza et Foco Amar de Gianfranco Rossi, et dans notre bibliothèque Subura de Carlo Bonini et Giancarlo de Cataldo, notre bonus track, le mouvement Memphis Design. Ne vous moquez pas de mon accent italien, parce que j'ai l'accent italien, monsieur Affre. Oui, j'ai l'accent italien. Alors, le festival du cinéma italien, justement, d'Ajaccio se déroule du 11 au 19 novembre. Et nous nous interrogeons justement sur la vivacité de la création italienne. Avec vous, pour commencer, en BD, Marcel, Intérieur de Gabriella Giandelli, aux éditions Actes Sud. On part en Italie, donc bien sûr. Dans les années 80, alors la ville n'est pas citée, mais ça n'a aucune importance. On va aller dans un ensemble d'immeubles HLM, dans un quartier un peu triste, où il n'y a pratiquement jamais de soleil. On ne voit jamais de soleil dans la BD, d'ailleurs. Puis on va découvrir un immeuble en béton, ordinaire, comme il en existe des milliers partout dans le monde. Sauf que, si rien ne distingue cet immeuble des autres, il y a une petite particularité, ou plutôt deux. C'est que dans cet immeuble, tout au fond de l'immeuble, derrière une porte toute moisie dans les caves, vit un être, une masse qu'on appelle le grand nombre, que personne ne voit. Puis une autre particularité dans cet immeuble, c'est qu'il y a un lapin blanc, géant, qui passe voir les gens comme ça, de fenêtre en fenêtre. Alors ça se passe la veille de Noël, ça fait qu'on voit les fenêtres s'éteindre, s'allumer, comme un immense et moche sapin de Noël. Et en fait, chaque fenêtre va raconter une histoire. Il va y avoir l'histoire d'une vieille dame qui va mourir, d'un jeune couple en crise, de jeunes un peu paumés, d'un couple de fantômes qui vivent comme si rien n'était, complètement transparents, à peine plus transparent que les autres habitants de l'immeuble. Et ce lapin, de fenêtre en fenêtre, va aller voir ces gens. Alors le lapin, personne ne le voit, est invisible, mais lui voit tout le monde. Il peut lire les pensées, il connaît nos médiocrités, nos colères, nos ressentis. Et le soir, le lapin, il redescend au fond de l'immeuble, dans la cave. Il va voir ce grand nombre, cette masse qui est là depuis le début de l'immeuble, depuis la construction de l'immeuble. Le lapin fait le lien entre les habitants et cette masse. Et on se demande si cette masse, si ce grand nombre venait à mourir, est-ce que l'immeuble ne perdrait pas de sa splendeur, ne tomberait pas en décrépitude? Il faut dire qu'il est un petit peu le gardien des songes nocturnes de tous les habitants de l'immeuble. Alors tout dans cette BD, tout, c'est d'une grande subtilité. En fait, une BD, c'est une réflexion sur la condition, sur nos conditions de vie dans ces cités, une réflexion sur la vie, sur la mort, sur nos colères, je l'ai dit, sur nos médiocrités. Les destins vont se mêler, s'entrelacer, ça parle de courage, ça parle de colère, ça parle de tout ça. Mais surtout, c'est le dessin. Le dessin qui est très tendre, tout arrondi, tout en pastel. C'est des veloutés de pastel, je dirais. Et moi, j'ai adoré. En fait, c'est une BD qu'il faut lire plusieurs fois, tellement elle ouvre des portes, elle nous donne des clés sur vraiment ce qu'est notre vie. Et c'est ça qui est absolument fascinant, cette BD, c'est que c'est à la fois très enfantin par le dessin et très, très adulte par les propos qu'elle rapporte. C'est une jeune dessinatrice italienne qui a fait cette BD, qui fait partie de cette nouvelle génération d'auteurs de BD italiennes. Elle commence à être vraiment reconnue en France et c'est absolument fascinant de rentrer dans son univers. Une fable humaniste, véritablement intérieure. Avez-vous été séduite par ce lapin? Oui. Non, mais vous rigolez, mais les premières pages, je me suis dit, bon, allez, c'est encore un ouvrage écrit après une prise massive de LSD. Mais, non, mais pas du tout. Alors, dit comme ça, bien évidemment, ça fait sourire un grand lapin qui va au sous-sol. Bon, on parlait dans Las Vegas Parano et encore. Voir dans Alice au Pays des Merveilles. Oui, tout à fait, bien sûr. Et en fait, tu l'as dit, c'est très intérieur, comme le nom l'indique. C'est très subtil, c'est une métaphore sur l'individuel, le collectif. En fait, peu importe l'époque, la ville, c'est assez universel. Et le propos et le dessin sont assez universels. Et on a l'impression, moi j'ai l'impression de me balader, vous savez, quand le crépuscule tombe vers 18h et on voit les premières lumières qui s'allument et on s'imagine chez soi dans son canapé en train de lire un livre. Ben, c'est ça, intérieur. C'est beau quand le crépuscule tombe. C'est beau. Oui. On a eu le velouté, le crépuscule. Xavier?
Moi aussi, je dois dire qu'en entrant... L'âme d'enfant. Non, en entrant, c'était un peu dur, parce que bon, j'ai cherché le chasseur, parce qu'il y avait le lapin, donc aussi... Bon. Mais non, ce lapin est bizarre, quand même. Mais effectivement, il faut passer outre la première vision comme ça, il faut rentrer dedans, il faut prendre du temps pour le lire, il faut vraiment être dedans. C'est pas une BD qu'on va parcourir comme ça, dans le rayon, en 30 secondes, ça demande de la lecture, comme toutes les autres BD, mais ça a l'air encore plus, parce que quand on le voit comme ça, on est un peu, bon, ce lapin, ça paraît étrange, et c'est vrai que c'est très profond, notamment dans les dialogues, dans ce qui est dit. Voilà. Xavier, bon, ce lapin, oui, parce que... c'est de l'argument, hein. Vraiment. Non, mais plus sérieusement, il y a une dimension que l'on retrouve dans le cinéma italien, surtout le cinéma italien des années 70. Alors, le terme, je vais le lancer, même si Xavier va me dire, mais vous le faites tout le temps, politique. Mais politique vraiment au sens noble du terme, social, nous sommes d'accord. C'est ça aussi, cette bande dessinée. C'est ça qui est assez intéressant. Humaniste, fable. Le mot fable, je ne l'ai pas lancé comme ça au hasard. Hein. C'est une fable fantastique de toute façon. Oui, complètement. Et c'est le parti pris d'en faire des dessins très enfantins qui est intéressant parce que c'est très sérieux. Mais je trouve vraiment l'esthétique est en parfaite symbiose avec le ton du bouquin, un ton très vaporeux, très léger. Mais il y a une dichotomie entre ce ton et les propos qu'elle rapporte. La préface est signée Dominique A. Mais y a pas ça aussi, ça dit beaucoup de choses sur la bande dessinée. Il n'y a pas de facilité. Voilà, c'est exigeant. Donc. Une bande dessinée exigeante. Gabriella Giandelli, Intérieur, c'est le choix de Marcel Petrichou. Passons au cinéma avec vous, Xavier. Sicilian Ghost Story de Fabio Grassadonia et Antonio Piazza. Ça vous plaît de le dire, je vois. Donc je ne vais pas le dire, je vous laisserai le dire maintenant. Non, alors ce sont deux jeunes réalisateurs qu'on avait découvert il y a quelques années avec un premier film qui s'appelait Salvo, qui était un film qui avait remporté le prix à la semaine de la critique, et on attendait beaucoup le deuxième film. Alors il est venu, il s'est fait un peu éreinter à Cannes, le festival où je vais de temps en temps, et ce film va être projeté dans le cadre du festival du film italien entre le 11 et le 19 novembre. 11 et 19 novembre au Palais des Congrès à Ajaccio. Voilà, plus de renseignements, Xavier, plus de renseignements pour le téléspectateur de l'information iffa-corsica.com et vous allez avoir toutes les horaires de séance lors de ce festival. Et alors ce film, c'est un conte, on en discute tout à l'heure avec Marie-Jo en off, c'est un vrai conte gothique, c'est quelque chose d'assez surprenant quand même. Hein. Il faut déjà beaucoup rentrer, c'est aussi très exigeant, un peu comme la BD, il faut vraiment rentrer, il y a des partis pris, mais ça raconte quelque chose d'horrible, d'affreux, si j'ose le mot, mais... à travers cette histoire, alors c'est une histoire de petit garçon au départ qui disparaît. C'est difficile de le raconter aussi, donc j'ai pas trop envie de le raconter, mais je vous donne quelques pistes. Oui. Voilà, c'est aussi une histoire d'amour entre deux jeunes ados. Il y en a un qui disparaît, l'autre qui s'entête et qui veut le retrouver absolument. C'est surtout tiré d'un fait divers qui avait vu l'enlèvement d'un garçon, d'un enfant par la mafia, et il avait été évidemment tué à la fin, donc ça on le sait immédiatement, parce qu'il avait terminé sa jeune vie dans un bain d'acide. Bon, ça, c'est les méthodes de la mafia, évidemment. Le conte est gothique. Il y a des références un peu aussi à Roméo et Juliette, mine de rien. C'est très touchant, d'ailleurs, ce rapport entre les deux jeunes adolescents. C'est à la fois fantastique, comment on arrive à aller dans un monde. Il y a des chemins de traverse. C'est des scènes très, très belles. Donc, c'est sophistiqué. C'est sûr que c'est très exigeant. Ça demande beaucoup d'attention de la part du téléspectateur, au spectateur. Mais quand on y rentre, ça vaut vraiment le coup parce qu'il y a vraiment de très très belles choses. Là encore une fois, c'est audacieux, c'est original. On dit souvent que le cinéma italien, c'est soit les comédies des années 70 ou les comédies assez grasses qui sortent malheureusement encore aujourd'hui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des films politiques, c'est ça que ça vous plaît. Mais celui-là c'en est un finalement, aussi, indirectement. Mais c'est vraiment très original et je trouve que c'est des réalisateurs à suivre. Ambitieux, exigeant, mais avec une grande émotion qui vous étreint tout le film. Oui, c'est très sensible. Et je disais sans sensiblerie d'ailleurs, parce que ça, on aurait pu aussi tomber dans ce travers. Et là, il n'y en a pas. Alors, il y a effectivement une grande part faite au rêve, mais c'est vrai qu'il y a un côté fantastique dans ce rêve, et puis il y a un côté aussi plus pragmatique. Il y a quand même aussi une véritable dépression qui est en train de s'installer. Et ce qui est intéressant, donc les personnages sont plutôt touchants. Au début, on les pense même un peu mièvres, mais finalement, ça sert aussi le propos. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a cette croyance de cette petite fille qu'elle va finir par le retrouver. Mais il y a surtout l'impuissance. Quand on est dans ce film, on a l'impression que tout le monde est impuissant. Alors, on ne sait pas très bien si les gens
s'active beaucoup, mais on a l'impression que politiquement, que la famille, que la police, que tout le monde est impuissant et que les dés sont un petit peu jetés dès le début. Et enfin, l'affaire est déjà plus ou moins conclue. Voilà, c'est assez touchant et on a vraiment l'impression qu'on ne sortira pas de ça. Alors il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est les différences de milieu. Puisque très vite, on explique que cette famille-là, il ne faut pas la fréquenter parce qu'elle a un rapport avec la mafia. Et ça, on le sait parce qu'on est dans des univers qui sont un peu petits et qui rappellent aussi la Corse, où on connaît malgré tout, je ne fais pas du tout de raccourci avec la mafia en Corse, hein, mais on connaît très bien les histoires des gens et des familles, et on a cette petite méfiance, et effectivement ce côté Roméo et Juliette qui fait que l'amour peut aller au-delà. Mais quelle impuissance, c'est terrible. Il y a un côté, il y a vraiment des influences. Il y a parfois, on a l'impression, comme s'il y avait un peu du Tim Burton, hein, modestement, hein, un petit peu, ou du Peter Weir surtout. Je trouve que dans les premiers films, surtout nimbé de. Quand Peter Weir était quand c'était au début. Hein, non, mais c'est plus vraiment. Il est Peter Weir. Si vous avez je sais plus. Non. Par contre, il y a peut-être quelques petits défauts. Enfin, c'est pas un film parfait, mais après tout, est-ce qu'on a besoin d'un film parfait? Mais non, hein, la vie n'est pas parfaite, donc. Mais non, les petits défauts, peut-être, c'est l'accumulation à la fin de. Il y a un trop-plein, peut-être. C'est-à-dire qu'ils veulent en faire beaucoup. Non, pas d'émotion, mais côté narratif et visuel, etc. Peut-être un trop-plein, voilà. Peut-être trop de fin, d'ailleurs. Il y a peut-être peut-être trop de fin aussi. Il y a des fois dont on aurait pu se passer. Autre film que vous avez sélectionné, Fukuhama de Gianfranco Rosi. C'est un autre genre de film, hein, rien à voir, du documentaire brut, mais vraiment passionnant. Ours d'or à Berlin en 2016. Un film qui avait été tourné sur une île, malheureusement, enfin, j'allais dire tristement célèbre pour le problème des migrants, c'est Lampedusa, évidemment. Et ce qui est encore fascinant avec ce film, c'est que là, c'est un film en immersion. Le réalisateur est parti quasiment tout seul, il a vécu là-bas, il a passé du temps, il a discuté, un rapport de confiance établi aussi avec les gens du coin, puisqu'il interroge des migrants, mais aussi des familles. Et d'ailleurs, il y a souvent ce lien, il y a un petit garçon là aussi qui appartient à une famille de pêcheurs. Donc c'est ces deux histoires qui sont racontées dans ce documentaire, qui est bouleversant, non seulement sur le quotidien des migrants, mais ça, évidemment, on ne peut être que bouleversé par ce quotidien tragique, mais aussi par les histoires de ce petit garçon, qui voit tout avec les yeux d'un petit garçon, et c'est vraiment très touchant et c'est un très beau documentaire. Et à travers les yeux du petit garçon, on voit également, si l'on prend un peu de recul et que l'on ose de l'analyse géopolitique, on voit l'inefficacité des politiques de Bruxelles, des politiques de l'UE concernant la crise des migrants. C'est incroyable, frappant et flagrant dans le documentaire. Alors, vous avez dit politique de qui? Je ne connais pas, je ne sais pas. Ils sont complètement absents. Il n'y a même pas de politique. Là, en l'occurrence, c'est flagrant. Hein. Alors, où la seule politique est de faire des murs ou de rejeter les migrants à la mer. Pour l'instant, je vois que ça là. Alors évidemment, c'est fait sous le regard, à travers le regard d'un enfant, de son entourage, encore une fois. Nous sommes à hauteur d'homme, comme souvent dans les documentaires, mais tout de même dans une crise aussi importante, dans une crise où il y a des morts en continu. On voit qu'il n'y a pas ni de pragmatisme, ni de volontarisme politique de la part de l'Union européenne. C'est ce qui est marquant dans le film. Il faut aussi dire que la Méditerranée est l'un des endroits où le plus meurtrier dans le monde. C'est là où on meurt le plus aujourd'hui. Il faut quand même le rappeler, c'est aux portes de chez nous. Ouais. C'est aux portes de l'Italie, portes de la Corse, portes de la France, même de l'Allemagne, même si les pays sont beaucoup plus loin d'Europe, c'est ça. Hein. Donc le film est fait pour sensibiliser. Et je pense qu'il nous concerne tous. Et justement, par ce quotidien de ce petit garçon, c'est ça qui est touchant aussi dans le film, c'est qu'en voyant ce quotidien et aussi les habitants confrontés à ce problème migratoire, parce qu'on laisse un peu l'Italie toute seule, il faut bien le dire, comme la Grèce, on l'a laissé seule. Et finalement, on les voit submergés par cette masse, et du coup, c'est un vrai problème que l'UE, pour l'instant, que l'UE ne s'intéresse pas trop, hein, on va dire, occupé à autre chose. Quelques mots, alors très rapidement, sur la dimension politique du film. Xavier a parlé de la dimension humaine, la dimension politique, parce que je sais que ce sont des questions qui vous intéressent. Nous avons fait pas mal d'émissions pendant le 20h, notamment avec vous, Marcel, sur cette question de la crise des migrants méditerranéens. Question politique, on l'a dit, ou pas question politique, parce qu'il n'y a pas de politique. C'est vrai, on peut dire pas que politique, en effet, humaniste, humaine, humanitaire, tout est lié. Et on dit, ça se passe en Méditerranée, on a l'impression que c'est loin, parce qu'on a l'impression que c'est pas à nos portes, mais non, c'est à nos portes, et ça va nous péter à la gueule aussi, ici, en Corse. Oui. On va passer à la littérature, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Parce que c'est essentiel, la littérature. C'est la vie. Et avec vous, Marie-Jo, Subura de Carlo Bonini et Giancarlo de Cataldo aux éditions
Je ne sais pas. Métayer. Écoutez, Métayer, écoutez, très bien. Je l'ai racheté en poche. Giancarlo De Cataldo, on se souvient de lui pour Romance au criminal en 2002. Et la suite, La saison des massacres en 2007. Alors ce qui est intéressant, c'est que évidemment, il est auteur, scénariste, dramaturge, mais il est surtout juge au tribunal de Rome. Donc en fait, pour lui, fréquenter des malfrats, alors d'envergure ou complètement minables, c'est quand même son job, c'est son quotidien. Et là, pour Suburra, il s'est donc associé avec Carlo Bonini, qui lui est journaliste d'investigation à La Repubblica, donc un journal dont le siège est aussi à Rome. Un grand journal italien. Donc les deux connaissent bien l'Italie du crime, connaissent bien la mafia et connaissent bien Rome. Donc évidemment, ça donne un livre sur Rome. Rome qu'il qualifie quand même en sous-titre, donc Suburra, capitale de la mafia. C'est quand même assez clair. Ça a le mérite d'être clair. Ça a le mérite d'être clair. Et d'ailleurs, ce nom Suburra qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas très bien au début, ça fait référence à un quartier de la Rome antique qui était particulièrement pauvre et populeux et donc, évidemment, le lieu de crime et de délit, enfin de tout ce qui peut se passer dans les endroits où, pour survivre, tout est permis. Flaubert évoque d'ailleurs le quartier de la Suburre dans Salammbô. Oui. Alors c'est un roman évidemment qui tient en haleine, ça c'est évident. Il n'est pas simple parce qu'il y a une quantité de personnages tellement monstrueuse que les deux auteurs ont préféré ne pas faire l'économie de la didascalie initiale, c'est-à-dire la liste des personnages qu'on peut trouver d'habitude au début des pièces de théâtre. Voilà. Et attention, elle est loin d'être complète, il y a beaucoup plus de personnages dans le livre, mais ça situe un petit peu ceux qui vont être serviteurs de l'État, ceux qui vont être bandits, ceux qui vont être intouchables, voir aussi comment les gens sont réunis par milieu social ou par ethnie. Voilà, donc ça va être compliqué. Il y a plusieurs histoires qui vont s'entremêler, avec le samouraï évidemment qui est un personnage central. Les gens vont se rencontrer alors qu'ils viennent de milieux qui sont absolument improbables et ils n'auraient jamais dû se rencontrer, mais ils se rencontrent comment? Parce qu'ils vont tous être aspirés par une espèce de spirale malsaine et infernale. Certains sont pris par l'appât du gain dans cet enjeu, d'autres évidemment sont piégés par leurs secrets, très souvent sexuels, parce qu'ils ont quand même des vies débridées, sexuelles. Donc il y a toujours un témoin qui fait qu'on va pouvoir faire chanter quelqu'un. Et la grosse histoire qui réunit tout ça, c'est une histoire en fait de spéculation immobilière. Ouais. Voilà, donc on s'ennuie pas, c'est évident. Et ce roman, on parlait de l'Italie comme référence. C'est sûr qu'il est rentré très vite. Il a pris très vite sa place de référence dans le panthéon des romans à succès italiens, puisque comme Romance au criminal, qui a été donc adapté au cinéma et en série, comme Gomorra aussi, il ne faut pas l'oublier, bien sûr, de Roberto Saviano, je ne le trouvais plus, qui a aussi été adapté au cinéma et en série, eh bien, Suburra a déjà été adapté au cinéma et en série cette année, en 2017. Donc, en tout cas, l'Italie référence pour faire des blockbusters, pour faire des best-sellers, et aussi pour parler d'une manière assez décomplexée, assez simple de la mafia, en remettant bien en évidence que là où on parlait de code de l'honneur, il n'y a vraiment qu'un seul code, et c'est celui du profit. Xavier ? Alors moi, le livre, je vais être honnête, je ne l'ai pas lu, mais c'est la série que j'ai vue, voilà, qui est adaptée du film, lui-même adapté du livre. Alors, sur la série, moi, je mets pas mal de réserves. Évidemment qu'elle est très plaisante, il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai l'impression de voir un copier-coller de Gomorra. Du coup, c'est comme ça vient après. J'ai l'impression qu'on l'a déjà vu, même si ce n'est pas le même lieu, et même si c'est le même mécanisme, finalement. Et puis... Bon, alors ça va, c'est une série où on va retrouver quelques clichés. Bon, mais ça, enfin, à rigueur, c'est pas très gênant. Je veux dire, c'est une production Netflix, c'est une première création, j'allais dire 100% italienne. C'est nettement mieux, par exemple, que quand la France se penche sur les rôles avec le politique où on fait Marseille, qui est une horreur absolue. Mais bon, faut le dire, c'est pas terrible, faut le dire. Mais voilà, même s'il y a des gens prestigieux dedans, Depardieu, il y a d'autres personnes que je ne citerai pas, mais qui sont prestigieux dedans. Mais il va sans dire que là, au moins, effectivement, se penche avec intelligence et avec courage sur un passé qui n'est pas si récent. Peut-être que ce qu'il faudrait juste dire, on le voit un petit peu, il y a les manigances avec le Vatican, insister aussi sur le fait que ce ne soit pas que les quartiers populeux, la mafia, et qu'elle tient par la bourgeoisie. Je fais un petit côté chabrol, mais c'est un peu ça, la bourgeoisie quand même, qui est l'antre du crime peut-être quand même. Marcel, sur le livre. Sur le livre, j'ai adoré, comme tu l'as dit, le rythme soutenu, on ne le lâche pas, le bouquin. C'est vraiment une plongée dans la violence extrême, le sexe, la violence... Mais moi, je dirais que c'est une visite de Rome, mais à travers les égouts. Voilà, c'est ça, et ça donne pas du tout envie d'aller à Rome. Mais quel bouquin, on en prend plein la gueule, et puis on s'aperçoit que c'est tous des pourris, quoi. Ça va de l'église au politique, tout le monde. Non, franchement, Enfin, moi, j'ai adoré le bouquin. Tous les chemins mènent à Rome, et ils ne sont pas forcément bons à prendre. Non.
Alors, Subura de Carlo Bonigni et Giancarlo de Cataldo, c'est aux éditions Métellier, c'est le choix de Marie-Jo. Passons au bonus track avec vous, Marie-Ange. Memphis Design. Oui. C'est un mouvement artistique, initié par un designer italien qui s'appelle Ettore Sottsass. Alors, on est aujourd'hui envahi par la sobriété et la fonctionnalité du design suédois. On oublie un peu que le design le design italien a beaucoup influencé tous les mouvements, et dont le Memphis Design, qui n'est pas très connu, qui est né dans les années 80. Donc, sous l'impulsion, je le disais, de Ettore Sottsass, il naît en fait d'une soirée de réflexion de plusieurs designers et architectes pendant une soirée un peu arrosée en écoutant du Bob Dylan. Soirée de réflexion. Donc, c'était bien cela, une soirée de réflexion arrosée. Une soirée de réflexion arrosée en écoutant du Bob Dylan et la chanson Memphis Blues, d'où le nom Memphis Design. Donc, nous sommes en 80, les années 70 planent toujours un peu et la période anti-consumériste plane toujours un peu. Et le but du mouvement, c'est d'aller contre le tout rationnel, contre la production de masse, mais surtout contre le Bauhaus. Et donc, qui est un mouvement allemand des années 60-70, on va dire. Qui était la référence même. Très épuré, mouvement très épuré. Et donc, Ettore Sottsass se dit ceci, le Bauhaus avait en tête une petite société bourgeoise bien ordonnée, avec la ménagère et le pot de confiture. Il n'avait pas prévu que tout le monde se saoulerait et deviendrait cocu. Donc le but de ce mouvement artistique, c'est artistique, on va dire ça comme ça, c'est d'abolir les limites créatives dictées par l'industrie, d'abolir le rationnel, de laisser place à la poésie, à l'humour et au symbolique. Alors, par exemple, il y a une étagère créée par Ettore Sottsass qui est complètement déconstruite. Il n'y a pas la place pour mettre des livres. En fait, il y a la place pour mettre des livres, mais pas droit, comme on les imagine. Ils sont complètement tordus. Déconstruits. Oui. Le Memphis, c'est ça, c'est la déstructuration de l'objet, l'association insolite de matériaux, la polychromie, les motifs explosifs. Bref, c'est un peu une éloge de la folie dans un monde raisonnable. Et un peu comme tous les commentateurs ont l'habitude de dire, c'est un peu comme un bonbon dont il ne faut pas abuser. Et d'ailleurs, les objets sont produits en série limitée. David Bowie était un grand collectionneur. C'était réservé à une élite forcément. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement qui est normalement contre une production de masse s'insère petit à petit dans toutes les structures culturelles, que ce soit le cinéma, la mode, les baskets à 3 bandes qui ont fait des super modèles, on en a vu à l'image. Et la musique avec les pochettes d'albums. Bref, ces influences se ressentent maintenant, désormais, dans tout ce qu'on peut appeler, maintenant c'est devenu une notion fourre-tout, la pop culture. Ce bonbon, l'avez-vous aimé ? L'aimez-vous ? Oui, tout à fait. Vous qui êtes passionné de design. Mais du Bauhaus aussi d'ailleurs. Mais c'est vrai que voilà, quand on a bu quelques verres, l'étagère devient droite. Ça ne l'avait pas été. Non, bien sûr, le design italien, c'est sûr que c'est très une grande influence des lampes que tout le monde connaît, voilà, des personnages extrêmement importants et un groupe qui est très, très intéressant. Marcel. Ben moi, quand j'ai vu les images, j'ai mis des lunettes de soleil d'abord, parce que ça pète. Coloré. J'aime bien. Moi, honnêtement, j'aime bien les formes. Après, les couleurs. Il y a du rebond. Franchement, non. Mais j'aime bien la démarche. J'aime bien la démarche et j'aime toutes ces formes déstructurées. Ça, franchement, oui. Ben moi, j'aime bien la démarche, mais je préfère le Bauhaus. Ça m'étonne pas. Voilà. Alors, je vais rappeler, avant de vous poser la question du soir et d'y répondre, le Festival du cinéma italien d'Ajaccio se déroule du 11 au 19 novembre au Palais des Congrès, Ajaccio. Toutes les informations sur le site internet. Il suffit en fait de taper Festival du cinéma d'Ajaccio, italien d'Ajaccio sur n'importe quel moteur de recherche et vous aurez toutes les informations. Alors notre tour de table pour terminer notre émission. Le Made in Italy est-il toujours une référence parce qu'il en a été une de référence en art, au cinéma, en littérature et nous l'avons vu avec vous également en design. Oui, et d'ailleurs, ça a donné l'insupportable tendance rétro avec... Mais c'est vrai, non, mais la Vespa, le retour de la Vespa a donné un trop-plein de rétro italien et on a fait quelque chose de commun, finalement. Marcel ? Oui, avec des auteurs comme Avallone, comme Agus, comme Camilleri, comme Carizzi aussi pour le polar. Et JP en BD, oui, c'est le retour du Made in Italy.
Côté cinéma, après le creux, il y a eu un petit creux quand même, dans les années 80-90. Je pense qu'il y a un vrai retour en force du cinéma italien. Et oui, il n'y a pas, même si je l'adore, que Nanni Moretti et Marco Bellocchio qui font du cinéma italien. Marie-Jo. Oui, clairement, littérature, surtout polar, justement, et qui inspire tellement les réalisateurs. Là, je crois qu'on est pas mal. Alors, très rapidement, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Kezako, Marie-Jo. Ce sont nos deux nouveautés des éditions des Immortels. Voilà. Ils viennent de sortir de petits livres, de Dominique May, illustré par Alexandra Rose, et l'autre de Paula Bouzi, en langue corse avec une traduction française. Très très joli livre pour les enfants. Alors nous aurons l'occasion d'en reparler parce que nous allons continuer nos émissions, y compris sur la littérature, nous l'avons déjà fait, la littérature jeunesse. Alors très rapidement, les œuvres sélectionnées ce soir. Intérieur de Gabriella Giandelli aux éditions Actes Sud, c'est en BD. Au cinéma, Sicilian Ghost Story de Grassadonia et Piazza et Fuoco a Mare de Gianfranco Ross. Dans notre bibliothèque, Subura de Carlo Bonini et Giancarlo de Cataldo et le bonus track, le mouvement Memphis Design. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain, même lieu, même heure, pendant le 20h.